Tunisie, la guerre entre laïcs et religieux aura bien lieu. Depuis le départ de Ben Ali, les salafistes se croient tout permis avec l'aval tacite du gouvernement qui ne bronche que très mollement. À la ville comme à la campagne, où qu'ils soient, les salafistes cherchent à imposer leurs lois. Dans les rues, les mosquées, à l'université et même à l'écran, où la chaîne Nesma TV a été poursuivie pour avoir diffusé le film soi-disant blasphématoire de Marjane Satrapi, Persépolis. Voile sur la liberté, c'est un sujet de Thierry Pasquet et Hakim Rezghi. Tunis, le 23 janvier dernier, devant le palais de justice de la capitale, des islamistes se sont donné rendez-vous. Entre slogans et versets coraniques, l'ambiance est explosive. Un groupe d'avocats islamistes a porté plainte après la diffusion de Persépolis, un film qu'ils estiment blasphématoire. La cible des manifestants, la chaîne de télévision Nesma. Voici donc le directeur de la chaîne, poursuivi pour atteinte aux valeurs du sacré. Pour Nabil Karoui, mieux vaut arriver par la porte arrière du tribunal, plus discrète. Menacé de mort, sa maison saccagée, il dénonce un procès politique. C'est le procès d'un rêve d'avoir un pays démocratique, de s'éloigner de la dictature. Cependant, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est qu'on est parti d'une dictature pour peut-être aller à une autre. L'audience ne va pas durer. En raison de la cohue et de nombreuses altercations, le procès est repoussé pour la deuxième fois. Des extrémistes religieux qui se manifestent à coups d'opérations spectaculaires. Comme ici, lors du saccage d'une maison close à Sousse ou de ce cinéma à Tunis. Début janvier, le Premier ministre palestinien issu du Hamas est accueilli par les salafistes. Les salafistes tunisiens sont pourtant peu nombreux. Il y aurait un noyau dur de 200 personnes et entre 5 et 7 000 partisans, mais ils sont de plus en plus actifs. Nous avons rencontré de jeunes islamistes radicaux à l'université de lettres de la Manouba, en banlieue de Tunis. La fac est fermée, mais depuis 2 mois et demi, Mohamed et un groupe d'amis squattent le campus jour et nuit pour réclamer une salle de prière et l'autorisation de porter le niqab, le voile intégral, lors des cours et des examens. Impensable sous l'ère Ben Ali. Ici, il y a écrit « Je jure de ne pas enlever mon niqab ». Ce sont des slogans. Et ici, le jour viendra où les ignorants deviendront raisonnables. Leur manifestation a déjà provoqué 3 semaines de retard dans le calendrier des examens. Et au-delà de leurs revendications, ils souhaitent imposer l'islam dans tous les secteurs de la société. Nous aimerions que le peuple soit plus pratiquant et que l'État puisse exercer le pouvoir avec le livre saint et la tradition prophétique. Un État islamique dans la parole et le geste. Depuis une semaine, la tension est montée d'un cran. Pour revendiquer le droit de porter le niqab en cours, 5 étudiantes viennent d'entamer une grève de la faim. Elles se disent persécutées et victimes de discrimination. C'est nous les filles qui avons décidé de cette grève. On a sacrifié nos vies pour étudier, mais aujourd'hui on met sur la balance nos études et nos vies, car c'est la dernière solution que nous ayons trouvée. Nous aimons notre pays et nous voulons qu'il aille vers le progrès. Moi j'ai couvert mon visage mais pas mon cerveau. Je suis cultivée, j'ai fait des études grâce à Dieu et je voudrais qu'on me respecte. Elles nous garantissent qu'elles ne sont pas manipulées par des hommes. Pourtant, pendant l'interview, elles sont surveillées de près par Salem, l'un des salafistes de l'université. Retour à la Manouba. Pour les 13 000 étudiants inscrits, c'est le jour des examens. La direction de l'université craignait des débordements de la part des salafistes. Des profs, y compris des retraités, assurent la sécurité devant la grille. Une étudiante en niqab se présente. Elles sont 3 non-grévistes de la faim à vouloir passer leurs examens. Une professeure tente de leur faire découvrir le visage. S'il vous plaît ma fille, c'est très grave ce que vous faites. Pourquoi ne voulez-vous pas comprendre? Toute fille qui porte le niqab n'a pas le droit d'accéder aux salles d'examen ni aux salles de cours. Ces filles-là n'ont pas voulu se conformer aux lois en vigueur. Un règlement intérieur que les salafistes ne vont pas tarder à piétiner. Nous assistons à la prise de contrôle de la fac par ces étudiants extrémistes. D'abord, forcer les grilles de l'établissement. Objectif, permettre à d'autres sympathisants extérieurs à la fac de venir prêter main forte. Hé toi, tu ne parles pas comme ça. En 5 minutes, devant des professeurs dépassés par l'événement, les salafistes mettent en place leur propre dispositif de sécurité. Je suis à l'entrée, j'arrive.
Sur le campus, l'ambiance n'est pas vraiment celle d'une journée d'examen. Les salafistes s'en prennent aux filles non voilées. Toi, tu préfères te balader nu. Où t'as vu qu'il y a des filles nues dans la fac? Si on voit mes cheveux, ça veut dire que je suis à poil? Malgré le retard et des altercations musclées entre professeurs et extrémistes, les examens ont bien eu lieu. À la sortie, provocation ultime. Les étudiants découvrent les salafistes rassemblés au cœur de l'université chantant à la gloire de Ben Laden. Vas-y, filme, c'est Al-Qaïda ici. Pas un policier n'est envoyé sur place. Face aux coups de pression des salafistes, les professeurs sont impuissants. On nous dit rien, c'est le silence. Moi je crois qu'ils ont envie que les choses pourrissent. Donc nous accusons le ministère de l'Intérieur de ne pas répondre à nos demandes. Accusé d'inertie, voire de bienveillance envers les radicaux, le tout nouveau gouvernement composé des islamistes modérés d'Ennahda peine à sortir de l'ambiguïté. Je préfère que notre gouvernement soit accusé de faiblesse plutôt que de persécution. Il y a eu beaucoup de manifestations et de revendications qui ont fait dire aux gens que le gouvernement est faible. Mais imaginez qu'on ait utilisé la force pour mettre un terme à ces mouvements. On nous aurait accusés d'avoir les mêmes pratiques que le régime précédent. Le gouvernement se réfugie derrière l'argument de la liberté d'expression pour tous, mais il laisse la voie libre aux islamistes radicaux. Nous partons à Sejnan, une petite cité dans le nord-est du pays. Ici, un groupe de fondamentalistes religieux d'une quarantaine de personnes y ferait régner la terreur. Chieb nous a donné rendez-vous chez lui. C'est ici qu'il se sent encore le plus en sécurité, même si son père nous assure que les salafistes frappent jusque dans les maisons. Ils nous ont attaqués et voilà ce qu'ils ont laissé. Ils étaient dans la rue et ils sont rentrés chez nous avec ça. Mon fils a peur. Il ne sort plus de la maison. Il est ici jour et nuit. Il a peur de se faire attraper et tuer. Chieb a été victime d'un coup de sabre sur la main. Selon lui, c'est parce qu'il ne venait plus à la mosquée. Ils font ce qu'ils veulent. Ils m'ont dit, c'est nous qui commandons et qui décidons de tout ici. À plusieurs reprises, Chieb et sa famille ont été menacés pour qu'il ne dépose pas plainte. En ville, nous rencontrons quelques membres de ce groupe salafiste. Ils n'aiment pas les journalistes, mais acceptent de nous parler pour dire leur vérité. Pendant de longues heures, ils nient faire régner la terreur et invoquent la légitime défense lorsqu'on les accuse de violence. Mais dans l'intimité de l'école coranique, ils se livrent. Nous nous sommes donnés pour mission de protéger les biens des gens. Nos relations avec les habitants sont des relations de conseil, d'amour et d'entraide. Après la Révolution, il n'y avait plus aucun policier dans Sejnan. Il y avait des vols. Donc nous avons restitué les biens volés et arrêté les voleurs. Une justice sur mesure et une ville livrée à elle-même. Les autorités ne viennent pas à Sejnan. Seule la Ligue tunisienne des droits de l'homme s'y est déplacée. Son constat est sans appel. L'État est absent et les salafistes font la loi. Cette zone qui est effectivement dans un état de pauvreté et d'abandon sur tous les plans, qui a permis à ces groupes salafistes de s'incruster dans cette réalité et de profiter d'un état de délabrement, de pauvreté, d'indigence de la population pour faire son test et pour s'imposer à la population. Aujourd'hui, la pression salafiste place les islamistes au pouvoir face à un dilemme. Laisser faire ou réprimer quitte à se couper d'une partie de leur électorat. Le gouvernement devra trancher dans une Tunisie post-révolutionnaire en grave crise sociale.